Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau. Qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas Hélène Aguilar. Je suis même pas Hélène Aguilar malade. Et vous écoutez l'épisode 100 de Où est le beau. Moi, je suis Grégory Pouy, je suis aussi podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle Vlan. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Hélène et on va pouvoir ensemble mieux comprendre pourquoi tu as créé ce podcast, qu'est-ce que tu en attendais, qu'est-ce que tu en as appris, répondre aussi aux questions de tes auditeurs, auditrices. Donc, on est parti ? On est parti. Alors évidemment, la première question, pour moi en tout cas, c'est pourquoi tu t'es lancé dans un podcast et pourquoi ce sujet-là en particulier ? Alors, si tu veux, moi j'ai découvert le podcast quand j'étais dans mon ancienne vie professionnelle, juriste dans l'industrie pharmaceutique. J'avais beaucoup de transport et j'avais pris l'habitude d'écouter beaucoup de podcasts. Et en fait, j'adorais ce rapport, je pense que c'est un rapport à la voix et le fait qu'on soit un petit peu comme si on était assis à une terrasse de café, tu sais, et que t'écoutais une conversation à côté. Donc il y avait cette proximité, cette intimité qui me plaisait beaucoup parce que j'avais l'impression de vivre des expériences, enfin tu vois, d'être en live avec des gens, de rencontrer des gens alors qu'en fait c'est des gens que je n'avais jamais rencontrés. Ouais. Donc ça m'a marqué. Donc c'était des podcasts un peu, tu vois, sur plein de sujets, un peu de société, etc. C'était des témoignages de personnes qui étaient hyper épanouies dans leur boulot, pour la plupart. Là, je parle notamment d'un podcast que j'aimais beaucoup qui s'appelait Nouvelle École. Ah, le fameux, ouais. Et si tu veux, ça me renvoyait le fait que moi, j'étais pas bien dans mon boulot. Ça me renvoyait un espèce de truc en me disant, mais je suis pas à ma place. Enfin, tu vois, j'ai tout ce que ces gens décrivent et l'espèce d'énergie qu'ils ont, moi, je l'ai pas. Et donc, j'avais même pas 30 ans. Et je me suis dit, mais en fait... j'ai vraiment commencé à me poser des sérieuses questions, tu vois, en me disant, mais est-ce que ma vie, c'est ça, tu vois, est-ce que ça va être être juriste comme ça, voilà. Alors que ça me plaît pas. Voilà. Mais en fait, si tu veux, t'es dans un truc, en fait. Donc, en soi, ça me plaisait, mais ça m'épanouissait pas. Tu vois, je me disais pas, je suis... Donc, du coup, je me suis dit, je vais sortir de cette roue. Je sais pas ce que je veux faire, mais en tout cas, je vais partir. Et donc là, commence une espèce de traversée un peu du désert. Et c'est le truc, je pense, que j'ai expérimenté qui était vraiment le plus dur, de te demander qu'est-ce que tu veux faire, en fait. Tu vois, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu désires, c'est quoi tes envies. Quand tout est possible. Parce que, tu sais, c'était pas partir de ce labo pour aller ailleurs, tu vois, c'était vraiment faire autre chose, mais quoi ? Et donc là, commence cette espèce de questionnement, mais qui dure un peu longtemps, tu vois, genre... Normal. Mais je pense 6 mois. Et en fait, voilà, ce truc de la voix du podcast, je me dis, j'ai envie de partager des choses, en fait, avec des gens, parce que c'était une passion depuis que je suis petite, tu vois, le rapport aux objets et tout ça. Et je me suis dit, comment je fais pour... je lisais beaucoup de magazines, beaucoup d'interviews et tout ça, mais j'avais l'impression que qu'on connaissait pas très bien, tu vois, les gens qui étaient interviewés, les gens qui faisaient partie de ce domaine-là. Et j'avais envie de parler de ça autrement et de rencontrer vraiment ces personnes, mais rencontrer, tu vois, plus intimement. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, mais en fait, je vais juste acheter un enregistreur, des micros, et on va y aller, tu vois. Et parti, quoi. Et c'est parti. Et en fait, le nom du podcast, Où est le beau, c'est un questionnement qui est assez fort, en fait, au final. Et pourquoi, enfin, la question que je me pose, c'est, étrangement, pourquoi tu t'es posé cette question de Où est le beau ? C'est une très bonne question. Je crois que c'est vraiment un truc qui... pour moi, le beau, c'est hyper important. C'est un truc qui est un peu fondamental dans ma vie parce que c'est des émotions, c'est des rencontres, c'est des liens. Enfin, tu vois, ça te ramène à plein de choses. C'est hyper subjectif et en même temps, tu vois, ça se porte sur un paysage, sur des objets, sur des personnes. Et voilà, je me suis dit comment parler en fait de ces chocs esthétiques et des choses comme ça qui te bousculent un petit peu quand le beau surgit.
Et je me suis dit, c'est une question qu'on pose pas trop. Tu vois, le beau, c'était aussi un mot qui était un peu tabou. Tu vois, dans l'art, c'est pas une notion qu'on emploie très souvent. Tu vois, tu dis pas trop devant une œuvre d'art, c'est beau. Tu vas dire, c'est intéressant, machin. Et dans le monde du luxe, en revanche, tout le monde s'est approprié ce truc. Et donc, le mot était un peu éloigné de nous. Et je me suis dit, mais en fait, faut qu'on se questionne. Tu vois, qu'est-ce qui est beau pour nous, en fait? C'est une question qui est qui est fondamentale, je crois. Et je me suis dit, je vais demander à tous ces gens leur définition du beau. Et donc, en fait, c'est comme ça. Mais c'est hyper dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me demandes qu'est-ce que c'est le beau pour moi, je vais te poser la question, forcément. C'est très compliqué de répondre à cette question. Donc, c'est une quête, en fait. Ouais, de toute façon, pour avoir un podcast moi-même, évidemment, il y a une dimension dans un podcast très dans le don, c'est-à-dire que tu essaies d'apporter aux autres, mais il y a aussi une dimension extrêmement égoïste, parce qu'en fait, tu cherches toi-même. Moi, quand je parle, par exemple, de l'évolution de la société, c'est parce qu'en fait, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Et toi, j'imagine qu'avec le beau, c'est la même chose, naturellement. Et c'est vrai que, tu vois, moi, quand je réfléchis au beau, et d'un aspect peut-être plus philosophique, je me dis, mais le beau, c'est... par exemple, tu vois, sur Instagram, un truc qui marche toujours, c'est les couchers de soleil. La neige, aujourd'hui, c'est du beau. Et puis, il y a effectivement l'art, et puis il y a effectivement les objets. Donc, il y a d'abord le beau qui est la nature, et puis après, il y a le beau qui est créé par les humains, qui sont deux choses différentes. Et puis surtout, ce qui devient hyper intéressant, c'est comment le design peut s'inspirer de la nature, tu vois, une forme de biomimétisme. Mais effectivement, pour toi, c'est du coup, comment tu définis le beau, comment tu différencies ce qui vient de la nature, ce qui vient de l'homme Je sais pas si je différencie ça. En fait, avant je vais répondre à ta question sur le beau, mais j'aimerais juste, tu vois, rappeler un truc qu'on oublie un peu, c'est que en fait, avoir conscience du beau, c'est un truc qui est propre à l'homme, en fait. C'est-à-dire que c'est cette conscience-là, elle nous permet de vivre des émotions, et en fait, c'est précieux. Tu vois, donc c'est juste ce truc de se dire. Les moments dans notre journée, etc., où on est bousculé par quelque chose, mais ça peut être un détail, un truc. Le beau est aussi dans le banal, ou tu vois. Mais ça, il faut qu'on y fasse plus attention, je crois, parce qu'en fait, ça nous procure un sentiment de plaisir. Enfin, si tu veux, il y a quelque chose de. Et après, le beau, il est mystérieux, tu vois. Le beau, il est paradoxal. Le beau, t'as un peu l'impression que, à la fois, il a toujours été là, et en même temps, qu'il surgit. Voilà, je n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est le beau, mais parce qu'en fait, il a plein de facettes. Tu vois. En fait, ce qui est étonnant, c'est que, tu vois, quand je t'entends parler, je me dis, ce qui est plus étonnant que le beau, c'est quand il y a un consensus sur le beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, le beau, c'est extrêmement subjectif. Tu vois, il y a des gens qui peuvent aimer le jaune, le vert, le rouge, le bleu, le violet, enfin, ce que tu veux. Mais quand il y a consensus, c'est-à-dire que tout le monde trouve ça beau, ou alors ça fait bien de dire que c'est beau, tu vois. Typiquement dans l'art, t'as quand même beaucoup de ça, c'est « Ah oui, c'est beau ». Parce qu'on t'a dit que c'était beau, donc t'as appris que c'était beau, donc du coup tu considères que c'est beau. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand il y a consensus autour du beau. C'est-à-dire un objet, tu vois, on parlait tout à l'heure de Charlotte Perriand. C'est incroyable. Ouais, mais alors, effectivement, il y a ce consensus-là, mais je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de se faire confiance et d'accepter que nous, on trouve un truc beau, alors que tout le monde trouve que c'est affreux, tu vois. Et si tu veux, ça, c'est pas évident, parce qu'en fait, inconsciemment, on est un peu déterminé par ce qui est beau, par notre société, parce que t'as les tendances, parce que t'as un milliard de trucs. Bien sûr. Et tu vas s'autoriser, en fait, à soit aller visiter. Tu vois, moi, parfois, quand on pouvait encore aller dans des musées, etc., j'aime bien, tu vois, aller, en fait, dans des endroits où je me dis, potentiellement, sur le papier, il y a rien qui va me plaire, tu vois. Et aller confronter, et je suis toujours surprise, en fait. Donc, le beau, c'est aussi ça, c'est se rendre disponible pour quelque chose que t'attends pas et qui vient peut-être d'un truc, après, t'as consensus ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'une chose est sûre, c'est que le beau, quand il te touche, t'as envie de le partager avec des gens. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est fort. En fait, dans ce que tu décris, il y a aussi une capacité que tu dois développer à être ouvert au beau, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une forme de curiosité, mais il y a aussi une forme d'ouverture. Parce que, par exemple, tu peux te balader dans la rue. Tu disais tout à l'heure, le beau, il est partout, en fait. Donc, tu vas te balader dans la rue et te dire « Ah, ça, c'est beau, en fait. » Mais ça demande quand même je sais pas si c'est un état d'esprit, mais en tout cas, une prédisposition dans laquelle tu te mets, où tu fais attention à ce qui t'entoure. Et que tu prends pas tout pour acquis et tu dis « Ah, mais ça, c'est incroyable, en fait. » Ouais, c'est exactement ça. C'est poser un regard qui est retrouver, tu vois, un peu notre regard d'enfant, peut-être. Bien sûr.
en essayant d'enlever toutes les couches et tous les trucs qui ont fait que potentiellement on va plus voir quelque chose, où on a tellement l'habitude de passer devant un truc qu'on va même plus, tu vois, de banaliser. Et l'émerveillement, tu vois, un peu, c'est ça, on a besoin de ça, en fait, dans notre vie, je crois, de retrouver ces moments. Et pour toi, alors du coup, parce qu'on va parler de design, tu positionnes où le fonctionnel versus le beau? Parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire que idéalement, tu vois, encore une fois, alors je connais pas que Charlotte Perriand, mais c'est vrai que tu vois, elle était extrêmement forte sur fonctionnel et beau. Et tu peux être fonctionnel pas beau, tu peux être beau non fonctionnel, et tu peux faire non consensus dans le beau, etc., etc. Où est-ce que tu places le fonctionnel là-dedans, toi? En fait, j'aime pas trop lier le fonctionnel avec le beau, en fait, parce qu'en fait, je crois qu'avec le beau, il y a pas de règles, tu vois, et c'est un peu ça que tu comprends quand t'es dans cette quête, c'est qu'en fait, il y a pas de règles et que t'es toujours surpris et que donc c'est en revanche plus compliqué de faire surgir le beau dans un truc de fonctionnel, je pense. Ouais. C'est hyper dur. C'est pour ça qu'il y a très peu d'objets. Voilà. Qui y arrivent. Donc c'est pour ça que le métier de designer est très compliqué, je trouve. Parce que c'est comment est-ce que tu fais pour comprendre en fait vraiment la fonctionnalité d'un objet et tout le rapport en fait que un être humain va avoir avec cet objet. Et en même temps qu'il y ait une poésie, un truc qui se dégage, qui répond quand même à la fonction, tu vois. Ouais, complètement. Et voilà, c'est un peu de la magie, hein, quelque part. Il y a vraiment moi, cette dimension. Oui, enfin, en tout cas, je pense que c'est aussi dans les accidents, parce que quand tu discutes avec des designers, parfois ils te disent ça, ils te disent, mais en fait, c'est souvent des accidents qui font que ils arrivent au truc où ils se disent, bah, un peu eureka, tu vois, c'est ça, et on s'arrête là, et tu vois, voilà. Ah, c'est assez fou. Toi, c'est le 100e épisode, donc on a fait 99 avant. T'en es où dans ta quête? J'en suis où dans ma quête? Parce qu'en fait, tu cherches, donc du coup, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Oui. En fait, le truc, c'est que je crois que aujourd'hui, mon regard sur le beau a changé. Surtout, tu vois, après tout ce qui s'est passé cette année, enfin en 2020. Et puis aussi, ça a résonné pour moi, à titre perso, avec une prise de conscience un petit peu des enjeux écologiques, etc., tout ce qui se passe au niveau du climat et de la biodiversité. Enfin, je me suis rendu compte que notre rapport aux objets en disait long sur notre rapport aussi à la nature, etc. Et du coup, aujourd'hui, il y a des choses que je trouvais belles avant et pour lesquelles, en fait, je vais avoir beaucoup moins d'émotions. Et des choses envers lesquelles, tu vois, j'étais moins attirée ou, tu vois, voilà, moins sensible. Et pour lesquelles, aujourd'hui, je suis hyper sensible, notamment, en fait, tout ce qui est matériaux, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à faire l'exposition Demain plus beau, à rencontrer aussi, voilà, de plus en plus de personnalités qui avait une sensibilité qui était un petit peu différente par rapport à ça et qui était dans quelque chose avec un peu plus de sens. Je crois qu'en fait, la quête du beau, elle a rejoint un peu une quête de sens à un moment donné, en fait. Et ouais, du coup, j'allais te poser la question. Je pense que tu y as à moitié répondu, mais est-ce que l'éco-design, ou en tout cas le fait d'intégrer une dimension écologique, qu'on puisse recycler, etc., ça fait partie de la beauté d'un objet pour toi? Du coup, qu'est-ce que c'est un bel objet aujourd'hui avec les enjeux. On cette question de où est le beau. Voilà. C'est quoi le beau? mais en fait, c'est ça. Oui, il faut qu'en fait l'impact de l'objet, depuis en fait le choix des ressources avec lesquelles tu vas le fabriquer jusqu'au traitement de sa fin de vie, il soit cohérent et en fait il arrive à te procurer des émotions et en même temps tu vois à essayer de pas flinguer la planète. Donc je crois que c'est un peu cette espèce de grande voilà. Si tu veux, ça ouvre un champ en fait de créativité, de possibles incroyable, avec des designers qui sont en fait vraiment des designers chercheurs et qui vont voir en fait le potentiel de beauté dans un truc aujourd'hui qui n'est pas désirable ou qui est un déchet, qui est une chute ou qui est un truc en fait sur lequel personne s'est attardé parce que voilà. Et donc là, je pense à des personnes qui, tu vois, comme Lucille Viau, qui, à partir de coquillages, de déchets, va créer du verre, en fait, un verre marin. Et t'as une poésie incroyable, c'est parce qu'en fait, elle te raconte que la couleur de ce verre, c'est la même couleur quasiment que l'eau des territoires dans lesquels elle prélève les 10 coquillages, tu vois. Mais à chaque fois, en fait, c'est des choses comme ça et on se dit, mais moi, je suis hyper enthousiaste de tout ce que ces nouveaux designers un peu comme ça qui se saisissent de ces sujets et qui ont envie d'explorer des nouveaux matériaux découvrent et ils nous font découvrir parce qu'en fait c'est
Tu vois, je crois pas en fait à l'éco-design. C'est tu fais des meubles en palette et puis voilà. Je crois qu'en fait on pourra. C'est pas très joli les palettes. Voilà, en fait on peut pas. Enfin, il faut que ce soit désirable. Tu vois, on n'aura pas envie de changer pour un truc qui est pas désirable. Et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a pas d'impasse sur la désirabilité, sur le beau, et que potentiellement avec un truc qui a plus de sens, des matériaux qui sont issus de chutes ou de déchets ou de voilà, on arrive à avoir un rendu esthétique qui est sublime, tu vois. Je me dis en fait waouh. Pour moi c'est une espèce de il y a une révolution un peu tu vois du beau qui arrive, j'ai l'impression mais un autre regard en fait. Et du coup quand tu as fait ton exposition, ça t'a permis d'approfondir encore plus ça? Ça m'a permis alors de rencontrer plein de gens et de rencontrer toute cette jeune génération, tu vois, de designers engagés. Et puis même aussi des designers qui, avant, travaillaient un peu de manière sans vraiment se poser toutes ces questions, tu vois, moins en conscience peut-être, et qui ont fait un peu ce changement de prisme et qui aujourd'hui ont complètement revu leur façon de travailler. En fait, je me dis aujourd'hui que les designers ont un rôle à jouer qui est énorme. Parce que par le design, donc là je parlais des matériaux, mais tu vois, tu l'abordais aussi tout à l'heure, le dessin et aussi comment est-ce qu'en fait, en pensant à un objet, tu vas aussi avoir un impact sur la consommation d'énergie que cet objet-là, enfin tu vois, tout un tas de trucs en fait. Et ça, je trouve que c'est un espèce de champ des possibles qui est incroyable et hyper enthousiasmant en fait. Et justement, tu parles de consommation d'énergie. Donc, comme tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à la problématique écologique, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et au rôle des marques en particulier. Et en fait, quand je réfléchis à ça, je réfléchis beaucoup au design. Parce que pour moi, on reproche beaucoup aux consommateurs leur impact, mais souvent, l'impact qu'ils ont, il est lié au design ou la manière dont les produits sont conçus, donc au design du produit, design du service. L'exemple que je prends souvent, parce que je le trouve extrêmement parlant, c'est celui de la bouilloire, parce qu'on a tous plus ou moins déjà utilisé une bouilloire. Et comme n'importe qui utilise une bouilloire, et c'est là où est le problème de design, on fait toujours bouillir un peu trop d'eau. Toujours. Ouais. Sans vraiment se rendre compte de l'impact que ça peut avoir, mais la réalité est qu'une bouilloire, ça consomme énormément d'énergie. C'est pour ça que ça va très vite d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime bien ça. Et en fait, il a été calculé quand même que le surplus d'eau que tu boues et que tu vas jeter dans l'évier juste après, en fait, ou alors qu'il va se refroidir toute seule dans la bouilloire. En Angleterre, la consommation des ménages, en cumulé sur l'Angleterre, ça permet d'éclairer l'intégralité de l'Angleterre tous les jours. Et en fait, on se rend pas forcément compte de ça. Et ça, pour moi, c'est le rôle du designer. Un autre exemple que je trouve intéressant. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Un autre exemple que je trouve intéressant, là, maintenant, qu'on se pose la question de l'eau, il y a des gens qui ont inventé une douche où en fait, déjà, un petit point de design, mettre un compteur d'eau sur une douche, ça te fait réduire ta consommation d'eau. En fait, c'est quoi? C'est parce que du coup, tu as conscience de ce que tu vois ce que tu consommes. Exactement. Tu vois, et ça peut même devenir un jeu de réduction de voilà. Si tu avais un compteur de CO2 sur ta voiture, je pense que tu ferais plus attention aussi. Et là, ils ont carrément inventé une douche où donc l'eau tombe sur toi. Elle va dans le siphon, elle est remontée dans le tuyau, elle est nettoyée de tes germes, parce qu'évidemment, c'est important qu'elle soit nettoyée, parce que toi-même, tu peux avoir des maladies de peau. Elle est réchauffée, elle t'est resservie. Et ça permet d'économiser 90% d'eau. Ça, c'est aussi une question de design. Et en fait, pour moi, à plein d'endroits, le design a un rôle majeur à jouer. Où est-ce qu'on en est, pour toi, dans ce que tu vois, du design versus l'écologie, l'éco-responsabilité et toutes ces problématiques-là? En fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore, tu vois. Quand on en est au début, qu'il y a des choses il se passe plein de trucs, donc ça bouge. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, plus fort et plus vite peut-être. Plus radical peut-être. Ouais, aussi. Je sais pas. Oui, dans un sens, mais tu vois, radical, ingénieux, tu vois aussi. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le biomimétisme. J'ai reçu des invités d'ailleurs qui en parlent beaucoup et c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Enfin, donc. Où est-ce qu'on en est? On est en chemin, quoi. Et tu trouves que la culture, parce qu'en fait, il y a par milieu culturel et le milieu design, c'est un milieu culturel. Est-ce que tu penses que ce milieu culturel est très sensible à ces questions-là, plus ou moins sensible? Est-ce que c'est uniquement les jeunes générations? Comment ça se passe? En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu déconnectés. Tu vois, le rythme en fait de production des objets, etc., est déconnecté aujourd'hui des ressources que la planète. Tu vois, on a quand même dans un monde avec des ressources finies, donc
Ça, j'ai pas l'impression que ce soit encore bien. Il y a beaucoup de fast déco. Enfin, tu vois, on a un rapport à l'objet qui est encore vachement sur je consomme, je jette. Enfin, tu vois, voilà. Et c'est aussi peut-être un peu lié avec le fait que et ça m'a toujours un peu étonnée. C'est aussi pour ça que je crois que j'ai eu envie de rapprocher avec le podcast le grand public des designers et du design pour c'est mettre 200 € dans une paire de baskets, tout le monde trouve ça normal. Mais mettre 200 € dans une chaise, un peu moins, tu vois. Et moi, j'ai jamais en acheté 6. Voilà, non mais c'est ça. Et donc, ça m'a toujours, je me suis toujours dit, mais en fait, une chaise, enfin, potentiellement, c'est un truc que tu vas vraiment garder super longtemps, enfin, tu vois. Oui, a priori. C'est pour ça que je pense que c'est important de parler avec des design. Enfin, tu vois, le design, en fait, c'est pas un truc élitiste, c'est un truc notre monde est rempli d'objets, en fait. Donc, tous les objets qu'on utilise au quotidien, il y a des gens qui les ont pensés, qui les ont imaginés, dessinés. Et on se pose jamais vraiment la question en tant que consommateur, tu vois. Et en fait, Où est le beau, c'était aussi ça, c'était essayer de faire discuter un peu des gens qui ne se parlent pas, parce qu'il y avait pas trop d'espace aussi pour ça. Et voilà, et aujourd'hui, tous les challenges, enfin, moi, je trouve que sont assez enthousiasmants, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire. Donc, est-ce que ça a eu un rôle dans la manière dont toi tu consommes? Est-ce que tu consommes de manière différente? Toi, t'en es où à ton niveau individuel? Et tous ces épisodes, au fur et à mesure, est-ce que ça a changé ton rapport au design et ton rapport à ta consommation individuelle? Oui, en fait, je consomme beaucoup moins et je consomme en fait en conscience. Mais après, c'est aussi un truc où j'ai toujours fait vachement attention à. J'ai un rapport à l'objet qui est très fort. Donc en fait, je vais pas acheter un truc dont je sais que potentiellement je vais me lasser, etc. Donc j'avais déjà cette habitude de me dire quand j'achète quelque chose, tu vois, je l'achète pas en général tout de suite. C'est-à-dire que j'attends, tu vois, pour voir si j'ai toujours envie de cet objet, si c'est pas un. Parce que j'aime bien cette idée qu'en fait, ton intérieur, c'est un peu une lente stratification de plein de choses, tu vois, de tes voyages, de tes rencontres, donc j'ai jamais eu ce truc de me dire en fait je vais refaire mon appart et je vais racheter tout d'un coup, enfin tu vois. Donc ça, je crois que c'est un truc que j'avais toujours eu. Et aujourd'hui, c'est plutôt, tu vois, sur les matériaux. Parce que aussi, en fait, j'ai appris plein de trucs. Là, il y a un épisode qui va sortir sur le lin. En fait, le lin, c'est génial. Et j'avais un espèce d'a priori un peu sur le lin en me disant, mais c'est rêche, c'est machin, et trucs. En fait, non. Enfin, tu vois, surtout si tu le laves. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus doux. Mais c'est ça. Mais donc, dans plein de trucs comme ça, voilà, j'ai changé un peu mon regard sur certains matériaux qui, tu vois, me paraissaient un peu, peut-être, moins confortable ou voilà. Et parce qu'en fait, en plus, tu te rends compte que le lin, c'est une production qui est franco-française. Enfin, il y a plein de trucs et c'est aussi ça, c'est où sont produites les choses qu'on achète, par qui, comment. En fait, toutes ces questions-là de bon sens, tous ces gens qui sont dans un territoire et en fait qui vont se poser la question de ce qui est autour d'eux, voilà, c'est des choses qui me touchent aujourd'hui encore plus et pour lesquelles du coup tu fais comme un investissement en fait, parce qu'aussi quand tu achètes un objet déjà qui te plaît vraiment et tu connais l'histoire, tu connais la personne qui l'a fabriqué, tu as un autre rapport avec lui. Rien à voir. Et puis après tu as aussi envie de le transmettre, tu as envie peut-être aussi davantage d'en prendre soin. Et puis si jamais un jour en fait il te plaît plus, potentiellement tu as de grandes chances pour qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui a un coup de cœur pour cet objet, qui ait une autre vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. En fait, dans ce que tu décris, il y a un... Pardon, je t'ai coupé. Non. Il y a un rapport émotionnel à l'objet. En fait, de remettre un rapport émotionnel à l'objet versus un rapport très fonctionnel. Parce que dans le rapport fonctionnel, effectivement, tu as raison, tu l'as, tu le jettes. Bon. Ouais. Et puis quand tu as un rapport émotionnel, ça va être différent. Tu vois, je regarde la couverture qui est derrière toi. Pour moi, j'ai un rapport hyper émotionnel avec cette couverture parce qu'il y a toute une histoire, etc. Et du coup, naturellement, en fait, je vais pas, ça va pas être un truc que je vais mettre dans un placard tout de suite. C'est pas comme ça, en fait. Ça peut pas être ça. Mais je crois qu'en fait, l'émotionnel est un vecteur en fait de changement et donne en fait aussi envie d'agir autrement. Enfin, je sais pas comment, mais c'est une clé, je trouve, de. Alors chacun, tu vois, à son niveau et avec des objets différents, etc. Mais je crois que ça, il faut un peu le retrouver en fait quand on achète des choses nouvelles, etc. Et d'ailleurs, quand tu me demandais ce que j'avais changé aussi, c'est que j'achète de moins en moins de choses neuves. J'achète beaucoup des choses de seconde main, mais un peu voilà, que ce soit aussi, tu vois, pour mes fringues ou. Voilà, ce qui est beaucoup moins courant chez les hommes d'ailleurs. Je sais pas trop pourquoi. Moi, je le fais pas et j'ai vachement de mal à l'idée de m'acheter des fringues de seconde main. De seconde main? C'est un truc. Je sais pas. Mais je sais que les filles le font, mais c'est quoi la barrière j'en ai aucune idée. J'ai réfléchi et je sais pas. Après, bon, j'en achète pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui est complètement bloqué chez moi, quoi. C'est très bizarre. Je sais pas. Moi, j'aime bien cette idée que qu'il y ait déjà une histoire avant, en fait. Ouais, bien sûr. Je sais pas. Bien sûr. Non, je le fais sur les objets, par contre, mais pas tant sur les fringues. T'as écrit un manifeste? Je vais écrire un manifeste. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est cette idée-là de pouvoir un peu poser des mots sur le nouveau regard que je porte sur le beau.
Et comment aujourd'hui, avec le podcast, on a envie de... Enfin, tu vois, comment la ligne éditoriale a évolué et où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais c'est la suite finalement de l'exposition et puis aussi de... Voilà. C'est un peu pour juste poser quelque part un petit peu ce que c'est les valeurs enfin, tu vois, dans lesquelles on croit aujourd'hui avec Où est le beau, quoi. Et justement, donc, parmi tes auditeurs, auditrices, on t'a posé cette question. Comment t'envisages, toi, 2021 ? Déjà continuer en fait à rechercher tous ces nouveaux, enfin toutes ces personnes qui sont engagées d'une manière ou d'une autre pour un demain plus beau, tu vois, dans ce monde du design, etc. Mais aussi des personnes qui sont pas forcément des designers, mais qui vont venir un peu nous éclairer et nous apporter leur regard. Là, il y a un épisode qui va bientôt sortir, par exemple, avec Francis Allais, qui est botaniste et qui a beaucoup travaillé sur les forêts primaires et il a plein de choses incroyables à nous raconter. Et je crois que ça participe aussi au fait qu'on a tous un peu envie d'être nourris sur le beau, mais autrement. Il y a une newsletter audio qui va sortir. Excellent. Alors, du coup, ça sera comme des petites notes vocales, en fait, donc très court, accessible, enfin, je vous expliquerai, mais par un petit lien, une communauté un peu, enfin, voilà, un peu la team Où est le beau. Ouais, c'est super. Et après, des expositions, j'aimerais bien. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau se réunir, mais en tout cas, j'avais adoré cette expérience-là et je trouve que on a aussi besoin de voir en fait des choses parce que les voir, ça permet, je pense, à d'autres personnes d'avoir. Tu vois, quand l'imaginaire, en fait, il est un peu drivé dans un sens avec une direction, ça engage d'autres choses plus rapidement, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, moi, parmi mes invités, et puis moi, je le répète tout le temps, et puis c'est le sujet dont je traite dans mon bouquin et tout, c'est les nouveaux récits. Est-ce qu'on doit écrire des nouveaux récits aussi autour du design et du beau, de manière générale ? Ah bah, je crois qu'il y a plein de nouveaux récits qui doivent être écrits, évidemment. À tous les niveaux, mais oui, je crois qu'en fait, mais c'est que le design s'inscrit dans, enfin, tu vois, dans aujourd'hui la nouvelle lecture du monde, que tu vois dans lequel on est en fait. Et c'est pas un truc à part, mais c'est comment est-ce qu'en fait tout est interconnecté, tu vois, enfin. Ça. Donc comment est-ce que ça s'intègre à notre environnement, tu vois, à notre vie, et comment est-ce qu'en fait on fait pour que ce soit avoir un demain qui soit soutenable et désirable. Et est-ce que tu as prévu d'autres formats ? J'en sais rien, il y a maintenant des podcasts qui s'intéressent à la vidéo. Tu pourrais envisager d'autres trucs, je sais pas. Oui, alors c'est des choses que je questionne. La vidéo, j'aimerais bien, peut-être une web série ou quelque chose. J'ai pas d'annonce là comme ça, mais en revanche, c'est en réflexion. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est, tu vas essayer de réunir des acteurs qui aujourd'hui se posent la question de la revalorisation des ressources. Ouais. Donc une ressource non valorisée avec un designer, avec un artisan, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je commence à travailler très sérieusement. Et un autre truc qui va arriver, c'est un nouveau podcast qui s'appelle Où est le bon ? Ah, excellent. Dans lequel on va aller à la rencontre de ces chefs engagés qui ont fait leur cooking out. Donc, si tu veux, tous ces chefs qui vraiment reconnectent la graine à l'assiette. Wow. Avec, tu vois, autour d'eux, dans quel écosystème ils s'inscrivent, quels sont les, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a en fait autour de leur restaurant, potentiellement du coup des gens qui ont un jardin. Donc c'est surtout des chefs, tu vois, qui travaillent avec sous les principes de la permaculture, beaucoup de l'agroforesterie, des choses comme ça. Parce que je crois qu'en fait c'est lié avec toute cette question de sens et de beau aussi, parce que le beau et le bon, tu vois, c'est intimement lié. Proche, ouais. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait écho à j'ai passé cet été quelques jours dans une ferme qui était en permaculture, etc. Et j'ai vu en fait ce truc de cuisiner, enfin un autre rapport aussi aux produits. Et ça m'a fait penser au parallèle en fait qu'on a aujourd'hui avec les objets. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc ça va sortir cette année. Donc, est-ce que je pose une question complètement random, mais est-ce que toi, t'as pas envie de créer... Parce qu'en fait, ça fait penser, quand tu dis faire pousser ses légumes, les cuisiner, ça fait penser à un épisode que j'ai fait avec Charles Pépin sur le fait de faire les choses avec ses mains, que ça donne confiance en soi, etc., etc. Et du coup, je me dis, mais est-ce que Hélène, t'aurais pas envie de créer des objets toi-même ? Non, je peux pas. Genre de la céramique ou je sais pas. Non, je suis pas du tout manuelle. Ah, ça, c'est une croyance. Ouais, peut-être c'est une croyance. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas l'envie de faire ça. J'ai envie de partager, c'est sûr. D'accord. Et je crois que pour l'instant, c'est la voix et c'est le podcast. Et c'est comme ça que j'aime bien donner la parole aux gens. Il y a une autre question qu'on t'a posée. Comment on peut participer à changer, alors, je sais pas si le monde, mais au moins le monde du design et le monde du beau avec toi ?
En fait, c'est avec moi ou enfin en fait Oui, avec ou sans, mais bien sûr, voilà, je pense qu'en fait, il faut que chacun aussi tu vois, on est tous j'ai reçu dans un épisode Jean-François Clairvoy qui est un astronaute et en fait, il nous dit qu'on a tous un rôle à jouer. On est tous dans un vaisseau qui s'appelle le vaisseau Terre, mais en fait, on n'est pas passagers, on est tous membres d'équipage. Donc je crois qu'il y a ce message-là, en fait, de si vous avez envie, mais en plus, on est tous créatifs, tu vois, parce que là, on parle de designer, mais tous mes auditeurs sont pas designers, loin de là. bien sûr. Donc du coup, c'est comment, en fait, chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose de peut-être de différent, mais s'engager. Mais si on a vraiment envie de le faire, en fait, faut le faire. Et après, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, en message privé ou même par mail. De personnes du coup qui me disent je sais faire ça ou j'ai envie de faire ça, etc. Donc je connecte en fait beaucoup de gens un peu en off entre eux pour des projets, etc. Donc ça c'est un truc que j'aime bien faire. Et donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut peut-être créer quelque chose et puis après que ça donne vie à des projets, que ce soit des expos, des trucs. Donc il y a un peu tout en fait. J'ai pas une réponse, mais si vous avez envie de faire quelque chose et d'être engagé, faites-le. En fait. Ouais, ça, et puis aussi ils peuvent t'écrire un mail. Et vous pouvez écrire un mail. Et voilà. On parlait tout à l'heure d'ailleurs tous les deux de trouver des nouveaux invités. C'est quoi tes inspirations aujourd'hui? Comment je choisis mes invités? Enfin, qui sont les invités là que j'ai envie de recevoir en tout cas dans 2021? Des personnes voilà que je découvre sur Instagram beaucoup en fait, beaucoup de personnes que je découvre sur Instagram. Et puis après, c'est aussi en fonction de mes lectures, des personnes que je rencontre aussi par l'intermédiaire d'autres personnes, etc. Donc c'est à chaque fois, voilà, j'ai pas d'a priori, j'ai pas une grille, tu vois, avec lui. Enfin, c'est assez organique, ouais, voilà. Je laisse place à des personnes aussi qui sont pas forcément, enfin, qui ont peut-être rien à voir avec le design. Ce truc du beau, il y a plein de prismes et donc je pense que tout peut nourrir des créatifs et des non créatifs. Et d'ailleurs, je réalise que c'est ma faute, mais je fais un glissement entre le beau et le design. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Alors qu'en fait, c'est pas forcément lié. Enfin, je sais pas comment toi tu vois les deux notions parce que c'est pas forcément la même chose. C'est moi qui fais un glissement, mais en réalité. En fait, le beau, c'est beaucoup plus. Enfin, si tu veux, ça transcende quoi. Si tu veux, moi, ma clé d'entrée, ça a été le rapport émotionnel à l'objet. Parce que depuis que je suis petite, tu vois, j'ai ce truc-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt vers le vivant, tu vois. Enfin, en fait, c'est le... Voilà. Donc, le design fait partie de tout ce questionnement, mais c'est une partie, tu vois, du coup. Et j'ai une dernière question qu'on t'a posée. Est-ce qu'il y a des ressources, des livres que tu recommandes sur ce sujet du beau? Justement, pas du design. Peut-être un peu du design. Ouais, du beau, de l'engagement, tout ça. Oui, en fait, je vais sur mon site là, donc c'est www.uelebeau.com. Je vais partager pas mal alors, tu vois, des podcasts que j'écoute, donc le tien, Blanc, mais d'autres aussi, tu vois, Sismic, tout ça, enfin des podcasts moi qui m'inspirent beaucoup et que j'écoute tout le temps. Des livres que j'ai lus, des documentaires. Tu vois, il y a la plateforme Imago qui permet d'avoir pas mal de contenu. Enfin voilà. Et en fait, j'ai encore une autre question. En vrai, c'était la fausse dernière question. Pour les personnes qui t'écoutent et qui ont envie de t'aider, comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent faire pour m'aider? C'est une très bonne question. Envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous avez envie qu'on fasse ensemble, ce que vous avez à proposer. Un petit message, un petit mail sur Instagram ou hélène@uelebeau.com. Donc on est parti pour encore une centaine d'épisodes au moins. Bah oui, j'espère. En tout cas, j'ai pas du tout prévu d'arrêter le podcast. Enfin, tu vois, on est au début de cette exploration. On est tellement à un moment en fait où il y a plein de choses qui changent que, c'est passionnant en fait. On se rend pas compte, je pense, mais c'est à la fois un peu effrayant, mais à la fois passionnant. Ah, moi, je trouve ça génial. Je trouve qu'on a énormément de chance d'être dans cette période de transition. Effectivement, tu peux le regarder d'un côté. On est en train de perdre des choses, etc. Ouais. Alors que pour moi, on en parlait tout à l'heure aussi, mais il y a une forme de violence dans la société dans laquelle on vit qu'on ignore complètement. Enfin, il y a qu'à regarder le nombre de suicides, le nombre de burn-out, le nombre de gens qui, comme toi, avant, étaient tu vois, dans une situation qui leur convenait pas nécessairement. Et en fait, tu le fais parce que c'est la société qui dicte, tu vois, des règles où il faut faire A pour avoir B, pour avoir C, pour avoir D, etc. On se rend compte que cette règle, elle fonctionne plus du tout. Donc du coup, il y a une forme de liberté, ce qui peut aussi paraître un peu, tu vois, ça peut faire peur, la liberté, évidemment. Mais moi, je trouve ça génial de se dire qu'on est en train d'inventer, ou en tout cas, on participe
à la création d'un monde dans lequel on va être plus heureux. Alors bien sûr, peut-être qu'il y aura un peu moins de bien vivre. Ce que j'appelle du bien vivre, c'est du confort. Mais on vit tellement dans une surcouche de confort aujourd'hui que même si on revient à une couche intermédiaire, on sera très bien quand même, on aura l'essentiel. Et surtout les liens, tu vois, tu parlais tout à l'heure de rencontrer des gens, je crois que... Parce que toi, du coup, il y avait un épisode moi, qui m'a marqué, où et même dans ton livre, t'en parles beaucoup, du lien à soi, du lien aux autres et du lien à la nature. Tu peux nous... Ah, tu veux que j'en parle? Ouais, en fait, de manière organique, justement, je me suis rendu compte que je parlais autant de développement personnel, de relations, tu vois, à ta sexualité, à toi, par exemple, comment gérer tes dark sides, et puis parfois c'est l'économie, et puis parfois c'est la philosophie. Enfin, tu vois, je me disais, mais c'est quand même bizarre, quelque part. Tu sais, j'essayais de comprendre, mais c'est quoi le lien que je suis en train de faire dans tout ça? Pourtant, c'était assez cohérent dans ma tête, mais je l'avais pas forcément, voilà. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je parle de lien. Je parle de lien à soi, de lien aux autres et de lien à la nature. Et puis, j'arrive sur cette lecture qui est l'écologie spirituelle de Satish Kumar. Et donc, je lis ce bouquin, et puis, il parle aussi de ce triple lien, dès le début, en fait, en te disant qu'il a été écrit dans la Gita, qui est en fait le bouquin sur lequel s'est basé le bouddhisme et l'hindouisme. Donc, en fait, qui est écrit il y a 2000 ans. Et en fait, je me suis dit, c'est fou. En fait, je suis retombé naturellement sur une sorte de sagesse ancestrale qui est là, tu vois, qui a toujours été là quasiment depuis l'existence au moins d'Homo sapiens. Et voilà, et c'est pour ça que je parle de ça, parce que ça me semble une sagesse. Souvent, moi, je crois que la sagesse, c'est quelque chose de relativement simple. Et c'est une forme de sagesse, moi, qui me parle. Tu vois, ça me semble tellement évident que le plus important, c'est le lien. Ouais. Et tout à l'heure, tu vois, on parlait aussi de comment est-ce que, quand on fait ces prises de conscience un petit peu, tu vois, on va devoir un peu vivre autrement, parce que tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et qu'on a envie, en fait, d'être parce que t'es optimiste, ou enfin tu vois, c'est cette question, parce que tu vois, après les gens se disent, mais enfin il y a beaucoup de choses un peu mortifères en fait qui sont ambiantes et dans lesquelles en fait on voit pas ni de désirabilité ni de, tu vois, on a l'impression que c'est un espèce de chaos et on veut juste pas y aller en fait. En fait, tu vois, enfin on renverse l'interview là-dedans. Mais quand j'explore tous ces questionnements, je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai l'impression, en plus, je viens du monde du digital, de la start-up, etc. Et en fait, je vois vraiment deux mondes parallèles, comme s'ils vivaient, tu vois, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Et donc, d'un côté, je vois le monde des start-up qui sont sur une ligne droite. Tu vois, oui, les mecs, on invente la 5G, toujours plus de technologie, on va inventer le train qui va encore plus vite, on est sur les voitures électriques et tout ce que tu veux. Donc, une ligne droite. Et puis de l'autre côté, je vois ce monde collapsologue, écologiste qui disent non mais là c'est même plus un demi-tour, c'est genre c'est une voie sans issue quoi. Et t'es là, c'est quand même bizarre. Enfin, comment on peut vivre dans un monde où d'un côté t'as une ligne droite et de l'autre côté t'as une voie sans issue, c'est quand même très étrange. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça très bien. Il me dit en fait, pour les technologues, donc les gens de la première voie, une limite de ressources, c'est un problème à résoudre. Tandis que pour les autres, la deuxième voie, une limite de ressources, c'est une limite à pas atteindre. Donc tu vois, en fait, ils ont déjà pas la même conception des choses. Et je crois qu'en réalité, ces deux voies-là, elles doivent être disqualifiées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ni l'effondrement total de la société humaine, ni la voie toute droite de la technologie toute puissante. C'est sans doute une voie intermédiaire qu'on va inventer, qu'on va créer, dans laquelle on va être beaucoup plus en lien avec son féminin. Moi, je crois beaucoup, pas les femmes, je crois beaucoup au développement du féminin en chacun. Je crois beaucoup au collectif. Je crois beaucoup au slow. Slow étant dans la qualité. Donc, ça peut marcher pour le design, pour la nourriture, pour plein de choses. Je crois beaucoup qu'on va être beaucoup plus sur les liens. Justement, je pense qu'on va être... Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train de... Et en fait, on y va naturellement. Et moi, je trouve ça hyper positif. Simplement, c'est vrai que ça implique d'accepter que peut-être, enfin, très certainement, la manière dont on vivait était une manière un peu adolescente. Tu sais, souvent, on oppose économie et écologie. C'est vachement important de revenir à la racine étymologique des mots, parce qu'en fait, économie, ça veut dire la gestion de la maison. L'écologie, c'est le discours sur la maison. Ce que dit l'écologie, c'est que la maison, elle est mal gérée. C'est juste ça, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est juste de dire, là, tu gères mal la maison. Tu vois, comme si je sais pas, t'as des gosses et tu dis, bah là, t'as pas bien rangé ta chambre. De toute évidence, là, elle est pas bien rangée. C'est pas une question tu vois, c'est pas que tu vas sortir de ta chambre, c'est juste qu'il faut que tu la ranges un petit peu mieux. Parce que là, c'est n'importe quoi, en fait. Et c'est juste ça, l'écologie, normalement. Et donc, il n'y a pas de raison d'être
hyper négatif. C'est vrai qu'il y a des limites de ressources, il faut faire avec, tu vois, c'est la réalité. Ta chambre, il faut la ranger à un moment donné, tu vois, c'est la réalité. Au bout d'un moment, quand tu te couches dans un lit, il faut refaire le lit de temps en temps, tu vois, il y a pas de secret. Et là, c'est la même chose. Et une fois que tu acceptes ça, je pense que tu vis les choses de manière beaucoup plus souple et, tu vois. Est-ce que tu penses que du coup, demain sera beau? Enfin, tu vois, dans tout ça, le beau, il a quel rôle? Pour moi, alors en fait, tu vois, c'est hyper drôle parce que justement, moi, dans mes achats individuels, j'ai jamais vraiment été dans la fast fashion ni dans le Ikea, machin. Mais de plus en plus, j'achète des produits qui sont de designers parce que je sais que je vais pouvoir les revendre simplement. Et en fait, pour moi, le beau, il a un rôle majeur parce que quelque chose de beau, ça transcende les époques, ça transcende tout, en fait. Et du coup, tu le gardes, tu le restes, tu vois, le lien émotionnel dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, ce qui est beau, c'est le vivant, d'abord. Et les objets, par essence, tu vas essayer de donner du sens aux objets que tu achètes. Tu vas avoir encore plus de rapport émotionnel quand tu vas chercher du beau. Donc, pour moi, le beau, il est central demain. Tu vois, encore plus. Et pas être dans une relation purement fonctionnelle, mais vraiment être dans un rapport au beau et à l'utile. À l'utile et aussi, en fait, au sensible, quoi. Ah totalement au sensible. Ouais. Enfin, le sensible, l'invisible, tout ça, c'est au centre de mes réflexions, bien sûr. Non, c'est hyper important. Et puis après, quand tu dis le beau, c'est le vivant, c'est aussi quand tu es dans un intérieur avec du mobilier en bois, en lait, enfin, tu vois, en fait, qui sont issus des matières organiques. Matières organiques. En fait, il y a aussi quelque chose, après, on n'y croit pas, mais il y a quand même un truc qui se passe davantage avec une chaise en bois qu'avec une chaise en plastique. Oui. Voilà. Enfin, j'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincue aussi. Mais je pense que c'est juste une expérience humaine que tu peux faire, en fait, en réalité. Ouais, mais en fait, il faut se mettre... Enfin, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, de se rendre disponible à ça, tu vois, de se mettre un peu à disposition, de juste constater qu'en fait... parce que dans ta vie à 1000 à l'heure, en fait, potentiellement, tu fais pas attention à ça. Tout ce cheminement-là, et je pense que du coup, ça rejoint un peu... c'est avant tout quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes, en fait, sur nous, tu vois. C'est un travail... L'après, par le prisme par lequel on a envie de commencer, tu vois, il appartient à chacun. Mais je crois que du coup, quand on est dans ces réflexions-là, ça commence vraiment par soi, quoi. En se disant... Enfin, d'ailleurs, tu vois, en y allant sans avoir peur de trouver qui on est. Enfin, tu vois, parce que t'as ce truc-là, en fait. Ouais, aussi. Bien sûr. Et savoir qui on n'est pas. Tu vois, il y a aussi cette question de qui on n'est pas. Tu vois, juste accepter de qui on n'est pas. Et tu parlais tout à l'heure du négatif, positif, d'être positif pour demain. Moi, je crois beaucoup que, en fait, à partir du moment où tu fais ce travail-là, tu changes, moi j'appelle ça de spiritualité de société, c'est-à-dire que tu changes ton rapport au monde. Et en fait, tu ne fais même pas des efforts, c'est-à-dire que ça te semble naturel. Et à partir du moment où ça te semble naturel, que c'est plus un effort, et tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir et il n'y a aucun compromis que tu es en train de faire. Moi, je n'ai pas l'association dans ma vie, même si effectivement, par exemple, je mange quasiment plus de viande, je n'ai pas vraiment de moyens de locomotion motorisée, j'ai une moto, mais que j'utilise très rarement. Je consomme beaucoup moins et en même temps, tu vois, par exemple, je me baladais à Paris et j'étais quasiment, je me sentais agressé par les boutiques, en fait. Alors que mon métier, c'est d'être marketeur. Donc en fait, quand tu changes ton rapport au monde, c'est pas... en fait, c'est naturel. C'est complètement naturel et du coup, tu ne souffres pas de cette transformation. Il n'y a aucune souffrance, c'est même plutôt une libération et c'est plutôt chouette. Donc c'est désirable et c'est beau. C'est totalement désirable. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Grégory. C'était chouette. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.oueslebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.